Salut à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Au menu ce soir, nous allons vous présenter un concert exceptionnel avec invité mystère qui aura lieu demain à Châteaubriand. Un concert placé sous la houlette du bluesman nantais Philippe Ménard. On vous emmènera aussi grâce à la magie d'Internet et à la liaison 4G à bord du voilier Tara, arrivé hier soir à Nantes. Denis Vanier est d'ailleurs déjà sur place, voilà, on le voit. Et avec Éric Egon derrière la caméra, il nous dira tout sur cette goélette qui explore les océans. Et puis en fin d'émission, on retrouvera notre chroniqueur Alexis. Il nous parle cinéma, bien évidemment. Il nous donne des idées de films à voir pendant les vacances scolaires qui arrivent. Et il y aura des chasseurs de fantômes à l'intérieur, vous allez voir. Blues, voilier et fantômes, le 18h de Télé Nantes du 15 octobre démarre de façon imminente. Philippe Ménard est un groupe à lui tout seul et ils se font la gueule, comme on dit dans la chanson de Renaud. Il a eu une expérience avec le groupe Tequila dans les années 80 et 90, mais depuis, il forme un one-man blues band à lui tout seul. Parfois, quand même, il aime bien s'entourer d'amis musiciens et ça tombe bien puisque le Théâtre de Verre à Châteaubriand lui a offert une carte blanche et il a choisi justement de faire un concert avec tout un tas d'invités. Ce concert, il aura lieu demain soir, alors on n'a pas le droit de déflorer le nom de ces invités justement qui seront à ses côtés. On peut vous dire qu'il y aura quand même les petits Nantais de Kokomo, eux, on a le droit. Et on peut aussi vous dire quels sont les instruments qui seront présents sur scène avec lui. Il y aura un batteur, il y aura un bassiste, un harmoniciste, un joueur de vibraphone également, un joueur de Chapman Stick, oui, c'est une espèce de grand manche de guitare, vous allez voir, un percussionniste aussi. Éric Egon est allé à la rencontre de Philippe Ménard qui n'est pas tout seul à Châteaubriand. J'ai un écho de dingue dans mon oreillette. C'est une carte blanche qu'on m'a offerte au Théâtre de Verre, à Châteaubriand. Donc j'ai invité des amis à venir jouer avec moi des morceaux que j'aime bien. Voilà. On va jouer quelques morceaux de moi, bien sûr, que j'ai enregistrés sur mes albums depuis que je fais du one-man band, mais que je ne joue pas sur scène parce qu'ils sont un peu orchestrés. Donc là, j'en profite pour les jouer de cette manière-là. Et puis aussi pas mal de morceaux, quelques morceaux de Rory Gallagher, ça c'est obligatoire parce que c'est mon héros, forcément, tout le monde le sait. Et quelques morceaux d'un groupe que j'adore aussi, qui s'appelle Pato, un groupe des années 70 qui n'est pas très connu, mais que j'aime bien. Depuis l'arrêt du groupe Tequila, en fait, quand je joue en one-man band, ça me fait peur de le dire, mais ça fait déjà presque 20 ans que je joue comme ça. Il se trouve que cette carte blanche m'a donné l'occasion de rappeler quelques copains et puis de monter un groupe pour cette soirée-là. Il y a certains morceaux qu'on va jouer ensemble que j'ai l'habitude de jouer tout seul et du coup je m'aperçois que quand on joue tout seul on a une liberté énorme et que là il faut faire gaffe, quoi. Faut faire autrement. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est notre bluesman nantais, c'est un mélange de subtil, de bricolage et de grandes connaissances. Pour moi, Philippe, c'est un grand bluesman, je dirais même pas français, hein, c'est européen, qui peut tout jouer. Et maintenant qu'il fait son truc, c'est du blues et puis avec finesse. C'est un mec qui est hyper éclectique déjà. Donc, qui est hyper ouvert sur plein de trucs, sur plein de choses et tout. Et c'est ça qui fait sûrement un des meilleurs bluesmen d'Europe, ouais, dans le moment, ouais, je pense.
Voilà, un concert qui devrait rester dans les annales et vous pouvez encore y participer puisqu'il reste des places. C'est demain soir à 20h45 au Théâtre de Verre à Châteaubriand. C'est entre 8,50 € et 17 €. Voilà, vous pourrez enfin lever le mystère sur ces invités qui accompagnent Philippe Ménard. Et tout de suite, on va prendre la mer avec Denis Vanier. On va prendre la mer ou plutôt le fleuve, puisqu'actuellement le voilier Tara se trouve dans le port de Nantes, sur la Loire. Vous l'avez peut-être vu vous-même aux abords du carrousel marin. Il est arrivé hier soir. C'est un bateau scientifique qui fait le tour du monde pour alerter sur l'état des océans et le réchauffement climatique. Sa destination finale, c'est bien entendu la COP21, le sommet climat qui aura lieu à Paris en décembre. Denis Vanier est à bord du Tara, justement, avec ses invités. On le retrouve avec Éric Egon derrière la caméra. Bonsoir Anne-Lise, oui on est sur le pont de la goélette Tara qui est arrivée hier de Lorient, hein, après un séjour au Groenland. Et on a été accueillis donc, par le capitaine en second de cette goélette Tara, navire d'exploration de la mer, d'expédition scientifique, avec Daniel Cron, bonjour. Bonjour, bien enchanté. Vous êtes ici pour parler de vos missions, hein, parce que vous allez ouvrir au grand public ce bateau, mais aussi toutes les missions et toutes les découvertes que vous y avez fait. Tout d'abord, un mot sur ce bateau. Alors, une goélette, moi je ne suis pas un expert hein, des bateaux. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que c'est en gros un bateau avec 2 mâts. Oui, c'est ça. C'est un bateau avec 2 mâts, soit de la même hauteur comme dans le cadre de Tara, soit le mât avant légèrement plus petit que le mât arrière. Ça, c'est pour l'anecdote, mais la grande particularité de ce bateau, c'est qu'il est fait pour naviguer en zone arctique et notamment dans les glaces. Oui, tout à fait. C'est ce pourquoi le bateau a été conçu. L'idée première, c'était de faire un bateau capable d'être emprisonné dans la banquise. Donc, c'est pas un brise-glace. C'est pour ça qu'il a été construit d'une part en aluminium, qui durcit avec le froid. Et aussi, il a cette forme très particulière de coque en demi-noyau d'olive, afin que quand la banquise comprime la coque, le bateau puisse monter dessus et du coup avoir moins d'efforts dessus pour éviter de se casser. Donc c'est un bateau qui est très robuste. Et également le gréement, hein, la voilure, tout ça a été construit, a été nettement plus gros pour tenir des efforts nettement plus importants que la normale, quoi. Ce bateau, il a été construit à l'origine pour une mission de Jean-Louis Etienne. Vous l'avez repris à votre compte. Tara, et finalement, c'est Jean-Louis Etienne hein, qui voulait se laisser prendre prisonnier par la glace. Vous l'avez fait pour une mission scientifique. Vous coéquipiers, ont participé à ces missions. C'est quoi la particularité d'être pris dans les glaces quand on est dans un bateau ? Oui, c'est ça. Donc, le bateau à l'époque s'appelait Antarctica, du temps de Jean-Louis Etienne. Et donc, Tara a fait cette mission où donc, le bateau s'est fait prendre dans la glace en Arctique et s'est laissé dériver avec des gens pendant 500 jours à bord. Donc, c'est un peu difficile à imaginer comme cadre parce que c'est un peu coupé du monde avec une équipe réduite et surtout, les gens ne savent pas combien de temps ça va durer, quoi, hein. Donc, c'est un peu l'inconnu au jour le jour avec des problèmes qui surviennent n'importe quand, quoi, hein. Il faut toujours de ponts à déneiger, des choses qui cassent, des fuites, enfin voilà. Et puis surtout, c'est l'isolement extrême. Donc, on ne peut compter que sur soi-même. On ne peut pas se faire ravitailler en nourriture, en gazole. Il va falloir tout prévu en amont. Donc, c'est très particulier. Et en même temps, c'est quelque chose d'unique, de magnifique, de très très beau. Et humainement, quelque chose de très fort parce qu'on est en huis clos, comme une sorte de petite prison pendant des mois et des mois avec les mêmes personnes. Et vous êtes en l'occurrence avec beaucoup de scientifiques, puisque ce bateau a une vocation essentiellement scientifique. Ça change pour un capitaine ou un capitaine en second, le fait de conduire un bateau qui a une mission scientifique à la base. Est-ce que vous vous intéressez aussi aux travaux eux-mêmes ? Oui, je pense 2 choses en particulier. Je trouve que c'est très enrichissant d'un point de vue personnel parce qu'on apprend énormément de choses en permanence en fonction des domaines de recherche. Ça peut être la glace, mais ça peut être un peu le plancton, le plastique, les coraux. Et comme on a des spécialistes de chaque domaine qui viennent à bord, et en permanence on échange avec eux et ils nous apprennent. Du coup, on apprend plein de choses. Et puis, je me dis aussi que quelque part, c'est un peu notre manière de participer, de faire quelque chose pour l'environnement, pour la planète, et de se dire qu'on est utile à faire ce genre de mission, plutôt que transporter une cargaison quelconque d'un port à un autre, quoi. Donc, il y a un côté valorisant aussi. On se sent utile, c'est chouette.
Depuis 2004, Tara réalise en quelque sorte la plus grande photographie de la biodiversité des océans qui a jamais été réalisée. Alors on ne connaît pas encore tous les enseignements des recherches et des prélèvements qui ont été faits par Tara, mais vous avez aussi un rôle de communication auprès du grand public pour expliquer que cette biodiversité, elle a un effet sur le climat, et le climat agit aussi sur cette biodiversité. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui vont venir sur le pont du Tara dès samedi ? Eh ben venez, je vais vous expliquer. On va tous vous expliquer. Principal. Oui, le message principal, c'est vrai, c'est aussi pour ça qu'on est là. On est là dans le cadre de la Green Week. Ensuite, on va à Paris dans le cadre de la conférence sur le climat, COP21. Et le souci, c'est que souvent les gens ou les politiques n'ont pas l'idée que les océans ont une part très importante dans le climat actuel et même dans le futur, et que donc de la manière dont il évolue, comment les organismes, parce qu'en fait les organismes qui vivent dedans, essentiellement le plancton, produisent énormément d'oxygène, plus de la moitié de l'oxygène de la planète, donc c'est gigantesque, il y a des échanges, ça capture aussi le CO2, et donc c'est un impact direct sur le climat. Pareil, on parle d'acidification des océans, et donc on est obligé d'en tenir compte pour le futur. Donc c'est aussi moins consommer, mieux gérer les pêches, éviter la pollution des mers, enfin voilà. Et il faut inclure les océans comme débat dans entre autres la COP21 et tout, parce que souvent on les oublie, alors qu'en fait c'est 75% de notre planète, quoi, les océans, donc c'est énorme. Vous nous faites visiter au moins les parties supérieures du Tara, on va se déplacer. Je vous suis. Donc ce bateau, on pourra le visiter à partir de samedi pendant une semaine, à partir de 10h jusqu'à 18h le soir. Alors ça va peut-être être un peu compliqué pour Eric parce que comme dans tous les bateaux, c'est un peu étroit. Là, on est dans la timonerie. C'est ici. Alors voilà, oui, c'est un peu le refuge. C'est ici qu'on va diriger le bateau, qu'on va faire la navigation. Donc il faut imaginer qu'ici, 2 jours comme de nuit, il y a toujours au moins une personne, en général 2, qui font la veille, qui font ce qu'on appelle le quart. La nuit, ça se passe par période de 4 heures. Donc il y en a qui font 20h minuit 4 heures et 4 à 8. Et on se relaie, comme ça les gens ils dorment pendant la nuit. Ça permet de continuer à naviguer, soit à la voile, soit au moteur. Et du coup, on gère tout d'ici. Donc c'est bien, c'est comme une bulle, on est protégé. Il fait bon, même parfois là on est en t-shirt, short, et dehors c'est l'enfer, quoi. Il peut y avoir 30 nœuds de vent, mais après par contre quand il faut aller régler les voiles, faut s'habiller et tout, voilà. Et on a donc tout pour commander, donc il y a la barre, il y a les commandes pour les moteurs, on a un radar, un sondeur, un GPS, ce qu'il faut voir c'est qu'on peut vraiment naviguer dans des coins très isolés, et donc on est obligé de pouvoir communiquer par tous les moyens possibles, que ce soit téléphone satellite. Donc il faut qu'on soit complètement autonome. Donc on a tout l'équipement adapté pour, les cartes électroniques aussi, et plusieurs moyens. S'il y en a un qui tombe en panne, on peut passer sur un autre. Voilà. Ça, c'est important. Merci Daniel. On va descendre un peu plus bas. On va rejoindre la partie scientifique. On va dans le carré du Tara. On va y aller ensemble si vous voulez. Hop. Voilà. Alors je ne sais pas si Eric nous suit toujours. L'escalier est plutôt étroit. Et le plafond très bas. Donc là, on arrive dans le carré de Tara, là où on se réunit à la fois pour se reposer, pour discuter, pour se réunir. Et on va retrouver André Abréou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable environnement et climat au sein de Tara. Vous êtes un peu le lobbyiste de l'expédition, celui qui essaie d'expliquer ce qu'on peut tirer comme enseignement des expéditions scientifiques. Tout d'abord, un mot sur la vocation première de ce bateau, c'est-à-dire les prélèvements scientifiques. On a du mal à s'imaginer de la quantité de prélèvements qui ont été faits sur l'ensemble des océans du monde. Juste pour donner un ordre d'idée, combien d'échantillons vous avez prélevés, par exemple sur le plancton. Sur le plancton, sur Tara Océan, le long des 3 ans et demi d'expédition, on a prélevé 35 000 échantillons. Mais chaque échantillon parmi ces 35 000 va générer une quantité beaucoup plus grande des gènes, donc de créatures, des nouvelles bactéries, virus, plancton qui sont découverts. Donc Tara Océan, c'est 40 millions de gènes isolés. Et 1 milliard de codes barres
d'ADN. Ça, c'est un des apports principaux de Tara, c'est que vous faites du séquençage d'ADN, c'est-à-dire vous essayez de comprendre le code source un peu de la biodiversité des océans. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois aussi qu'on le fait sur l'ensemble des océans. Ça vous a pris combien de temps pour couvrir l'ensemble de cette zone? Alors, 3 ans et demi d'expédition, y compris autour du pôle Nord. Donc, on a fait le pôle Sud, le pôle Nord, l'océan Pacifique Sud et Nord, l'océan Atlantique Sud et Nord, l'océan Indien, la Méditerranée, la mer Rouge. Donc, 3 ans et demi d'expédition et surtout un projet transdisciplinaire qui est unique dans son genre. C'est la première fois qu'on fait une étude planétaire du plancton et c'est la première fois aussi qu'on fait débarquer dans la biologie marine des technologies qu'on appelle de la big data, des technologies de bioinformatique, de génomique, de génétique, d'imagerie. Donc, en combinant tout ça, les capacités de traitement des ordinateurs s'accélèrent beaucoup. Donc aujourd'hui, il est possible de faire ce genre d'échantillonnage et de comprendre vraiment quels sont les ADN qui sont plus présents et qui vit avec qui et pourquoi. Donc pendant des années, vous avez stocké comme ça des dizaines de téraoctets, je crois, de séquençage ADN. Maintenant, vous les donnez aux scientifiques. Ils se trouvent bien embarrassés avec ça, mais en tout cas, ils ont donc pour des années de travail. Vous avez commencé à en tirer les enseignements. En tout cas, c'est que le plancton, on ne l'imaginait pas aussi divers, aussi varié. Vous avez découvert des milliers et des milliers d'espèces. Mais quel est l'enseignement principal sur la relation entre les océans et le climat, puisque c'est le message principal de Tara? Déjà que le plancton, c'est 95% de la vie sur la mer. Donc, tout ce qui est vivant dans la mer, tout ce qui est poisson, crustacés, baleines, c'est une petite partie de la vie marine. Donc, le plancton, c'est vraiment ce qui dérive, ce qui définit en fait les mouvements des espèces, des vies dans l'océan. Et donc, ce qui impacte aussi les stocks de poissons, par exemple. Donc, si les réchauffements climatiques menacent certains types de plancton, ça veut dire aussi que ça menace des sardines, du saumon, du thon pour les populations qui en dépendent pour vivre. Donc la relation entre l'océan et le climat, c'est pas seulement la capture du CO2 et la production de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Ça concerne aussi nos côtes, ça concerne nos villes, nos littorales et les stocks de poissons que nous avons et que surtout les populations du sud, de Bangladesh, de la Thaïlande, de l'Indonésie dépendent pour manger tous les jours. Le problème des océans, c'est aussi que c'est une zone internationale. C'est difficile de définir des responsabilités. En gros, quand on retrouve des sacs plastiques en plein milieu de la mer, au plein milieu des océans, c'est difficile de savoir d'où ça vient. C'est pas aussi très compliqué pour vous de dire attention, il y a un bien commun, mais il faut que chacun y mette du sien, puisque finalement les responsabilités sont diluées aussi dans les océans. Oui, c'est un combat qui ramène depuis 2012 pour la gouvernance de la haute mer, comme on dit. Vous savez, au-delà des zones côtières, il n'y a aucune règle pour la biodiversité marine. C'est-à-dire que les grands bateaux peuvent faire du dégazage en pleine mer, que les pétroliers peuvent laver leurs cuves en pleine mer, qu'on peut rejeter du déchet nucléaire en pleine mer, qu'on peut balancer du plastique, qu'on peut faire de la surpêche, etc. Donc la gestion de la haute mer, qu'on aille vers un traité international contraignant, c'était une bataille que nous avons menée pendant certaines années et qui s'est couronnée cette année en janvier avec le lancement enfin de la négociation pour écrire ces traités internationaux. C'est le combat de Tara, c'est votre combat à vous aussi, André Abreu, parce que vous êtes brésilien, vous avez suivi la conférence de Rio en 92, là où on a commencé à prendre espoir. La COP 21, Paris, beaucoup de gens sont assez critiques sur ce qui va déboucher de cette COP 21. Vous êtes plutôt confiant? Oui, je suis confiant. J'ai vécu quand j'étais très jeune la conférence de Rio en 92 et c'était extraordinaire. Le discours du commandant Cousteau, je n'oublierai jamais les discours des leaders indiens d'Amazonie qui sont descendus en masse à Rio pour faire leur plaidoyer pour la forêt amazonienne. C'était vraiment l'effet d'entraînement de ce sommet avec autant de personnalités, autant de figures politiques, comme le président Mitterrand de la France qui était en partie responsable pour les traités climatiques. Beaucoup de gens ne savent pas, mais le brouillon du texte de la Convention climatique a commencé dans les cabinets en France, des ministères en France. Et donc, il y avait beaucoup d'espoir. J'ai fait après Copenhague en 2009, la COP 15, et
c'était pas la même chose. Donc là, à Paris, on sent vraiment quelque chose qui me rappelle l'avant de la conférence de Rio. On voit le pape qui vraiment nous aide beaucoup. On voit l'engagement du président Obama, du président chinois, hein, ce qui change beaucoup. Les deux grands pays pollueurs s'engagent pleinement. Donc ça change beaucoup de choses, ça entraîne les autres pays derrière, la société civile est mobilisée, donc nous attendons beaucoup de cette COP21. Et vous allez continuer à délivrer ce message à Paris, puisque vous serez en novembre à Paris pour rencontrer notamment Ségolène Royal. Et je rappelle qu'à partir de samedi, hein, et pendant une semaine, vous pourrez visiter la goélette Tara et puis discuter un petit peu avec les équipages pour comprendre un petit peu quel est l'apport de cette goélette, de ces missions scientifiques. Merci beaucoup André Abreu, à bientôt, au revoir Annelise. Merci Denis Vanier, merci à Eric Egon qui est derrière la caméra et merci aussi à vos invités qui nous ont abreuvés d'informations sur le changement climatique. Ça se passe aussi à Nantes. N'hésitez pas donc à aller visiter ce voilier Tara et aussi une exposition qui a lieu sur le quai juste à côté du bateau. Et tout de suite, on va parler cinéma avec notre chroniqueur Alexis. Ce sont bientôt les vacances qui vont démarrer. Oui, déjà demain, les vacances de la Toussaint pour les petits enfants comme pour les grands. Et c'est l'occasion d'aller au cinéma et pourquoi pas de revoir des classiques. C'est un peu l'idée de ce soir. Bonsoir Alexis. Bonsoir et merci de m'accueillir encore une fois. On est ravis de vous accueillir. Mais oui, je vais parler de classiques et puis de vacances. Alors pour ceux qui ont des vacances, vous allez pouvoir profiter, alors je pense notamment effectivement aux plus petits, de quelques projections de films classiques assez anciens ou plus récents. Et on en a sélectionné deux ce soir dont on va vous parler. Le premier, c'est Mary Poppins, un grand classique du film pour enfants, produit par les studios Disney, réalisé par Robert Stevenson en 64, donc ça fait déjà 50 ans. Voilà, et c'est dans le cadre du festival Festimôme du lundi 19 au samedi 24 octobre au cinéma Bonne Garde à Pierremille à Nantes. Voilà, dans le sud de Nantes, voilà. Un petit cinéma de quartier. Au sud de Loire, puisqu'on passe déjà. Oui, on passe en effet un pont. On va y aller. Donc l'histoire, vous la connaissez, Mary Poppins, une nouvelle gouvernante arrive dans la famille Banks à Londres, mais c'est une nounou pas comme les autres car elle a des pouvoirs magiques, elle peut voler grâce à son parapluie et à son sac et dans son contient beaucoup de choses. Qui contient visiblement une infinité de choses. C'est une vraie réussite qu'il faut avoir vue au moins une fois quand même, si possible sur un grand écran, notamment parce qu'on se rend compte que justement le film a 50 ans et qu'il mélange ensemble des techniques de cinéma qui sont assez bluffantes et qui sont assez indémodables également, puisqu'on peut le revoir aujourd'hui en étant toujours aussi émerveillé. Il y a notamment toute l'incrustation de dessins animés, qui était un peu la spécialité des studios Disney à l'époque. Il suffit de revoir aussi L'Apprentie sorcière. Donc c'est un film que vous avez sûrement vu et revu à la télévision. Et dont on connaît les chansons par cœur, où il faut s'entraîner aussi à dire supercalifragilisticexpialidocious, à peu près. Mais comme... faut le transmettre à ses enfants maintenant. Mais voilà, on peut conseiller ce film à partir de 3 ans, 5 ans. Donc si vous avez des petits chez vous, je pense que c'est l'occasion de leur faire découvrir ce film sur un grand écran. Donc ça sera le samedi 24. Le samedi 24 octobre pendant les vacances. Et puis il y a aussi un autre film, peut-être pour un peu plus grand cette fois, Ghostbusters qui repasse. Ghostbusters, oui, qu'on a pris l'habitude d'appeler Ghostbusters, puisque c'est le titre original, mais c'est SOS Fantôme en français. Ça passe au cinématographe. Il y aura 4 projections entre le jeudi prochain et le vendredi 30. Et vous pourrez donc revoir ce film dans le cadre en fait, du cycle La Loi du genre, qui est dédié aux fantômes au cinéma. Donc ce film, c'est un classique. C'est lui aussi un parfait mélange entre comédie, puisqu'on a quand même Bill Murray, et aussi l'équipe du Saturday Night Live d'Anne Croy, qui était dans les Blues Brothers, et Harold Ramis, qui réalisera plus tard Un jour sans fin, toujours avec Bill Murray. Et vous avez suivi, hein, tout est dans la boucle. Et la phrase n'est pas terminée, c'est une phrase très longue avec beaucoup de virgules. Entre comédie donc et horreur, ou plutôt épouvante, puisqu'il y a des fantômes qui font peur aux gens. Mais le rire l'emporte quand même. Le rire l'emporte quand même, mais peut-être, pour un film que moi j'ai pu voir tout petit aussi, j'étais à la fois très amusé et un petit peu horrifié par ces monstres qui sont forcément grandiloquents, mais aussi très réussis, notamment grâce aux effets. Donc ce film qui a 30 ans, je trouve, vieillit assez peu. D'ailleurs, moi, je vous le conseille aussi d'emmener voir ce film, d'emmener des enfants voir ce film très tôt, parce que ça fonctionne véritablement, donc en tant que film terrorisant. Et ça repose, et ça c'est peut-être plus intéressant, on n'en parle pas beaucoup, sur une mythologie qui est assez récente, puisque ça se passe à New York,
York et on a des fantômes. Les fantômes de New York, ce qui est une ville qui est quand même très récente par rapport aux fantômes dont on a l'habitude, nous, en France ou en Europe. Donc, c'est des fantômes qui sont dans des immeubles qui ont une centaine d'années à peu près. Quoi. Et, je veux dire, c'est pas dans des vieilles maisons hantées anglaises, victoriennes et tout ça. Voilà, donc les maisons hantées new-yorkaises, c'est quelque chose d'assez spécial. Et c'est pour ça que je trouve que ce film, SOS Fantôme, doit autant à Rosemary's Baby de Polanski qu'aux Blues Brothers, par exemple, sorti 4 ans plus tôt. On a des images du film, on les a pas trop vues, là, les images alors de Ghostbusters quand même. On avait un petit off, non, ça marche pas? Non? Si, ah bah voilà quand même. Quelques images de cette fameuse voiture aussi, ça fait partie C'est Ecto 1. des rituels du film, enfin des gadgets du film quoi. Bah, c'est formidable. Je me rappelle, enfin bon, c'est un film, symbole, c'est ça le mot. un film avec lequel j'ai grandi. La suite également, SOS Fantôme 2 avec le grand méchant Vigo qui est dans la Galerie Nationale à New York. C'est un petit peu la mode cette année aussi des films des années 80 qui ont droit à des remakes ou des suites. On a eu à la suite Terminator, Mad Max dont j'avais déjà parlé. Ouais. On a eu Jurassic Park. Et on a maintenant donc Ghostbusters qui sera entièrement refait, enfin qui sera refait l'année prochaine avec une équipe entièrement féminine par l'équipe de Mes meilleurs amis et de Spy, toujours avec Melissa McCarthy, et ça va être peut-être très drôle. Voilà, merci beaucoup Alexis pour tous ces bons conseils des vacances. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.